Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir au sein de l'Association des maires de France pour la présentation donc, du baromètre Horizon. Vous le savez, ce baromètre, c'est un partenariat entre l'Association des maires de France, Département de France, le CNFPT, la FNCDG et Région de France. L'objectif est d'établir chaque année les grandes tendances en matière de politique RH sur nos collectivités. Alors aujourd'hui, et cette année, on s'est plus particulièrement tourné sur la question évidemment qui est au cœur de la fonction publique territoriale, l'attractivité bien évidemment, mais aussi sur les enjeux financiers de la politique RH. Et on verra que c'est un enjeu majeur. Alors, ce travail partenarial est bien évidemment établi avec des hommes et des femmes qui travaillent de manière particulière et de manière forte. Et permettez-moi simplement en introduction d'avoir une pensée pour Christophe Lepage, donc le directeur de l'Observatoire du CNFPT, qui travaille sur ce dossier depuis le début et qui nous a malheureusement quittés. Donc j'ai une pensée pour lui et surtout pour sa famille. Voilà, donc je voulais simplement lui rendre hommage en introduction. Donc vous rappelez effectivement que ce baromètre va nous établir quelques pistes, quelques axes de réflexion. Et sans plus attendre, je vais d'ores et déjà donner la parole à Joanne Pardo, c'est bien ça, directeur d'études donc de Qualitest. Merci. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Ah, faut mettre le micro sous le menton, effectivement. Merci. Oui, effectivement. Donc nous, on va vous présenter les principaux résultats. Je vais essayer de ne pas vous assommer avec énormément de chiffres, mais il y en a quand même certains qui sont très, très intéressants. On va peut-être déjà commencer par faire un bref rappel méthodologique. C'est toujours quand même intéressant de se remémorer la méthodologie. Donc on est effectivement dans le cadre d'une étude barométrique. Donc nous, Qualitest, c'est la 3e vague qu'on réalise, mais on est déjà à la 8e vague. Donc l'idée, c'est de rester sur un périmètre identique. Donc le périmètre, il est celui de 1000 collectivités territoriales interrogées avec donc systématiquement une pluralité d'acteurs différents en fonction des typologies de communes que nous avons interrogées. Donc là, on est sur un périmètre identique à celui des précédentes vagues. Alors, un point aussi important, toujours pour rester sur la méthodologie, c'est celui des typologies de répondants. Donc, effectivement, tout comme les années précédentes, c'est le maire, effectivement, qui ressort comme étant l'acteur le plus interrogé au sein des collectivités. Et ensuite, à droite, vous voyez le type de collectivité que nous avons interrogé. Donc là, on s'est calqué sur les mêmes méthodologies en fait, de ce baromètre sur les éditions précédentes. Point de vigilance sur les communes où effectivement nous avons ramené les communes à leur représentativité en termes de taille et en termes de structuration par région, pour avoir, je dirais, un portrait fidèle en fait du territoire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir les résultats. Donc on commence par les grands enjeux RH, c'était tout un pan en fait du questionnement. Et il y a un premier indicateur qui est intéressant. Ce sont les éléments qui impactent le plus fortement la gestion des ressources humaines. Alors attention, cette question était uniquement en fait posée aux élus. Donc c'est un point, alors que comme vous l'avez vu sur la slide précédente, il y a d'autres acteurs qui ont été interrogés. Donc en termes de réponse, on en a effectivement 56,9% des élus qui déclarent que le volet financier et les contraintes budgétaires impactent la gestion des ressources humaines et un peu moins d'1 sur 2 qui déclarent que les difficultés de recrutement impactent leur gestion des ressources humaines. Si je poursuis donc un autre indicateur sur les 3 axes prioritaires qui guident la stratégie RH au sein des collectivités, donc à 85,7%, il ressort le développement en fait, de la formation et des compétences des agents. Alors ça, c'est un indicateur qui, globalement, même si on voit moins 2,3 points, on reste quand même sur l'épaisseur du trait
en termes de marge d'erreur, puisque effectivement, quand on interroge 1000 personnes, la marge d'erreur, elle oscille à plus ou moins 3%. Donc là, globalement, on est sur l'épaisseur du trait, donc on ne peut pas non plus indiquer qu'il y a une baisse sur ce point. Les deux autres indicateurs, donc à 75%, où là, on peut quand même statuer sur une baisse, une évolution négative par rapport aux éditions précédentes, c'est effectivement l'amélioration de la prévention de la santé et de la sécurité au travail. Enfin, le dernier indicateur, c'est la maîtrise de la masse salariale et des coûts RH. Alors, il y avait d'autres indicateurs qui ne sont pas mentionnés ici. Il y avait l'adaptation au temps de travail qui a été citée à 63%. Il y avait aussi l'évolution du régime indemnitaire à 63% aussi également en termes de priorité. Autre volet du questionnaire, c'était les tendances de l'emploi territorial et des politiques RH. Alors, on voit à travers cette courbe l'évolution des dépenses de personnel par rapport à l'année précédente dans la collectivité ou la structure. Et on voit effectivement qu'il y en a une qui monte un petit peu, qui grimpe, c'est effectivement la perception de l'augmentation. On a donc une augmentation significative des dépenses qu'on peut constater depuis les 3 dernières vagues sur les dépenses de personnel, avec effectivement des disparités par typologie de collectivités. On voit que les communautés d'agglo et les communautés de communes sont davantage à constater en fait cette augmentation. Si je poursuis toujours, nous avons une question qui porte sur les conséquences. Est-ce que effectivement cette évolution est due en partie ou totalement à certaines conséquences? Et ce qu'il ressort effectivement par rapport aux différentes modalités, c'est la hausse significative de nouvelles mesures statutaires comme étant facteur explicatif de l'augmentation des dépenses de personnel, suivi ensuite de l'évolution de la masse salariale, suivi de l'augmentation du RICEP et suivi aussi également de l'évolution de la masse salariale liée à de nouveaux recrutements, liés à des besoins d'expertise. Ces indicateurs sont légèrement en diminution par rapport aux nouvelles mesures statutaires. Est-ce que les collectivités qu'on a interrogées envisagent de recruter prochainement? Alors oui, effectivement, on est à peu près à 50%, avec à peu près un bon tiers qui envisage très certainement de recruter, avec bien entendu, encore une fois, sur ce pourcentage de oui, si on agrège les deux. Premièrement, premier constat, une évolution depuis 2015 de ce taux qui n'a de cesse en fait d'augmenter depuis 2015, les intentions de recrutement. Et deuxième élément intéressant, c'est aussi la disparité qu'on peut avoir par typologie de communes interrogées, où effectivement on peut avoir un clivage entre les plus grosses collectivités et les plus petites sur ces intentions, mais aussi sur les communautés urbaines et les communautés d'agglo, où on a des intentions de recrutement qui sont plus élevées. Je poursuis sur les types de recrutement. Ces recrutements, est-ce qu'ils sont consécutifs à un ou des remplacements dans le cadre de départ, à effectivement de la création de postes, ou les deux? Alors, ce qui est intéressant sur l'histogramme de droite, c'est qu'on voit effectivement qu'on a une augmentation de cette part-là, c'est-à-dire de cette part de collectivités qui vont créer des postes dans le cadre de remplacement ou dans le cadre de départ. Donc là, on est sur une augmentation significative par rapport aux années précédentes, avec encore une fois quelques disparités par typologie qu'on voit en bas, par typologie en fait de collectivités interrogées, où on voit que les départements et les communautés d'agglo sont davantage à déclarer que ces recrutements sont consécutifs à des remplacements et des créations. Petite focale sur le RIFSEP. Alors, point intéressant, le RIFSEP est mis en place aujourd'hui dans près de 84% des collectivités. Là, encore une fois, c'est un indicateur qui est en progression par rapport à 2022. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on voit que pour 60% de ceux qui l'ont mis en place, ils l'ont mis en place à partir de 2018.
pour ceux qui l'ont mis en place, est-ce que ça a fait l'objet d'une modification depuis? Oui, à hauteur de 42,6%. Cette modification à 37,4% a été effectuée en 2022. Et est-ce que les collectivités envisagent une refonte? Alors, les collectivités qui l'ont mis en place, hein, bien entendu, quasiment un quart nous déclarent oui. Et cette refonte aura lieu pour une collectivité sur deux en 2024. Je poursuis. Sur le volet protection sociale complémentaire et l'assurance, premier indicateur, est-ce que effectivement vous, en tant qu'employeur, vous couvrez le risque santé de vos agents par une assurance statutaire? On est à 71,6, un chiffre qui est globalement équivalent en fait à celui qu'on avait en 2022. Et au final, sur le graphique de droite, on voit effectivement, est-ce qu'ils ont mis en place un dispositif de protection sociale complémentaire? Si on fait l'agrégation, effectivement, à peu près 60% des collectivités interrogées ont mis en place ce dispositif. Ont mis en place ce dispositif avec 29,2%, un dispositif de prévoyance et de santé, où là, on a une petite diminution par rapport à 2022, et par contre, une augmentation significative à 8,8%, d'un dispositif de couverture santé. Parlons fidélisation et attractivité. Un indicateur flash là-dessus. Depuis 2020, est-ce que vous avez constaté une augmentation du turnover des agents? Oui, pour pratiquement un tiers des collectivités interrogées, et un indicateur qui est en légère évolution par rapport en 2022, en légère progression. Et on voit effectivement que là-dessus, il y a des disparités par typologie de communes. Encore une fois, les plus petites communes, on voit que cette problématique de turnover est moins présente. Est-ce que vous rencontrez plus de difficultés à recruter et à fidéliser les agents? On voit qu'à 30%, on est sur du recrutement pur pour un quart à peu près de l'échantillon, à la fois à recruter et à fidéliser. Seulement 3,2% déclarent que les difficultés portent sur la fidélisation. Alors, les trois principaux outils et démarches mises en place pour favoriser l'attractivité de votre collectivité et la fidélisation des agents. Donc, on voit effectivement en tête, positionné pour à peu près un répondant sur deux, le régime indemnitaire. Nous avons 50% de notre échantillon qui sont plutôt d'accord pour dire que le régime indemnitaire est effectivement un levier d'attractivité de la collectivité et de fidélisation. Le deuxième point, et en plus c'est en progression par rapport à 2022, le deuxième point c'est à 38,4% la qualité de vie au travail, indicateur qui se maintient par rapport aux années précédentes, et à 31% la protection sociale complémentaire, qui est également un indicateur qui évolue légèrement. Il y en a un quatrième qui n'est pas affiché ici, c'est le télétravail, qui était également aussi en termes d'évolution à plus de 20% et plus de 8 points par rapport à l'année précédente. Considérez-vous nécessaire de revaloriser les rémunérations des agents territoriaux? Alors on a quasiment un plébiscite à 92,9% des acteurs que nous avons interrogés, à la fois des élus, des fonctionnaires, etc. Ils nous déclarent oui à 92,9%. On voit sur l'histogramme que effectivement ces formes, ça va passer par l'augmentation du point d'indice, ça va également passer par les grilles aussi, donc c'est ce qui ressort comme étant les outils qui sont les plus adaptés. Un dernier point sur la politique de formation et d'apprentissage. Alors, là, on allait chercher un degré d'accord, en fait, sur plusieurs affirmations. Donc, on a a priori des indicateurs qui sont à peu près équivalents en termes de hiérarchie par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Donc, est-ce que vous pouvez me donner votre degré d'adhésion avec les affirmations suivantes? Les formations obligatoires constituent un axe principal de ma politique de formation. Donc, oui, à 67,8%, en sachant que cet indicateur-là, il est en léger retrait par rapport à 2022.
À l'inverse de l'indicateur suivant sur le développement des formations statutaires qui sont nécessaires au déroulement de carrière, où là, 60% de notre échantillon se déclare plutôt d'accord pour dire que ça fait partie en fait de l'axe de la politique de formation. Et enfin, troisième axe, par ordre de priorité, formation d'accompagnement à une prise de poste, effectivement pour 57%, ça également, ça constitue un axe principal de leur politique de formation. Les modalités de formation. Effectivement, sur cet item-là, la moitié des collectivités qu'on a interrogées sur cet item sont plutôt sur des modalités de formation mixtes qui comportent à la fois du présentiel et des phases à distance. Et cet indicateur a augmenté par rapport aux années précédentes. On voit effectivement qu'il y a une forme je dirais, le terme n'est peut-être pas méfiance, mais dans tous les cas, sur tout ce qui est formation à distance, là, pour le coup, on n'est qu'à 3,7% des modalités de formation qui portent là-dessus. Quant au mix présentiel sur lieu de travail ou dans un centre de formation, ça représente 43,8% et ça diminue très légèrement. Les apprentis, et je terminerai par ça. Alors, est-ce qu'ils envisagent de recruter des apprentis à la rentrée 2023-2024 ? Alors ça, c'est un indicateur qui reste constant par rapport à l'année précédente, aucun à hauteur de 75%. On a quand même effectivement là de fortes disparités par type de collectivité, hein, entendons-nous bien, puisqu'on en a 20% qui nous déclarent envisager d'en recruter 1 à 5 et plus de 5 à hauteur de 4,4%. Mais ça, c'est un indicateur qui finalement se maintient. Et sur quel type de métier ? Eh bien, essentiellement, les métiers d'intervention technique, dans un cas sur deux, et environ pour 30% des métiers de l'administration et de la gestion. Donc les fortes disparités là-dessus sont bien entendu sur le type de collectivité que nous avons interrogé, par taille de collectivité principalement. Voilà, j'en ai fini pour la présentation express des résultats. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je dirais, si je devais résumer une partie, je dirais qu'aujourd'hui, ce baromètre montre que les employeurs ont bien pris en compte, ont bien conscientisé, si vous me permettez cette expression, leur rôle d'employeur. Pourquoi ? Cela démontre leur volonté d'autonomie et de responsabilisation. La question d'autonomie, en fait, elle est simple, elle se voit sur l'aspect budgétaire. C'est vrai qu'on a souvent considéré le volet RH sur l'aspect financier, mais force est de constater qu'encore une fois, aujourd'hui, les contraintes budgétaires impactent la politique RH des employeurs. 56,9% de retour à ce sujet-là. Et quand on connaît le contexte actuel, inflation, hausse du coût énergétique, etc., sur l'impact de nos dépenses de fonctionnement, évidemment, ça, finalement, empêche l'employeur aujourd'hui de pouvoir gérer sa politique RH comme il le souhaite. Pourquoi je dis ça ? Parce que derrière, quand vous prenez en compte la question de l'attractivité, qu'est-ce qui ressort en premier ? C'est effectivement le besoin d'appuyer sur la rémunération. La rémunération qui passe bien évidemment par le régime indemnitaire, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul levier dont dispose aujourd'hui l'employeur. La question indiciaire étant législative et du ressort du gouvernement, on insiste et on sollicite effectivement une revalorisation des grilles, mais tant qu'on n'a pas cet élément-là dans nos mains, il faut bien évidemment impacter le régime indemnitaire. C'est ce qui ressort effectivement des éléments de l'enquête, où on a quand même presque 84% des collectivités qui ont mis en place désormais un régime indemnitaire. Ce n'est pas rien, sachant que celles qui ne l'ont pas mis, une fois de plus, dichotomie grande collectivité, petite collectivité, ce sont les communes de moins de 3500 habitants. Et je pense qu'on peut aussi aller regarder du côté des finances et de leurs possibilités budgétaires dans ce cadre-là. Je pense que c'est vraiment important de le noter. Et je pense que là, clairement, on rappelle qu'il faut une autonomie financière pour les collectivités pour leur permettre effectivement d'avoir la politique RH qu'ils souhaitent. Je pense que c'est un élément profond. Sur la question de la responsabilité, en tout cas de la responsabilisation des employeurs,
ça se dégage en fait des axes prioritaires qui ont été posés, qui ont été mis sur l'enquête. Le développement de la formation et des compétences, pour moi, on est typiquement dans du management collaboratif, c'est-à-dire qu'on veut permettre à son équipe de gagner en autonomie et de pouvoir agir par rapport à la mise en œuvre des politiques publiques. Je pense que c'est assez important de le souligner. Et le deuxième, c'est la protection sociale complémentaire, les questions de la santé, questions de vie au travail. Cela montre tout l'intérêt aussi à l'environnement du travail, et non pas seulement à l'agent en tant que tel, mais vraiment aux conditions de travail dans lesquelles les employeurs s'inscrivent profondément. Ça rejoint finalement aussi tout le travail qui a été fait sur la protection sociale complémentaire au niveau national, tout ce dialogue social en bilatéral qui nous a permis d'amener, d'avancer en la matière pour faire des propositions pertinentes et adaptées, et font montre que les employeurs s'en saisissent, puisque j'ai noté donc presque 61% des collectivités qui ont d'ores et déjà mis une protection sociale complémentaire, ce qui n'est pas rien, puisque l'obligation est en cours, et d'autres attendent 2025-2026, c'est-à-dire l'application, la mise en place concrète des décrets dans ce cadre-là pour pouvoir ajuster leur politique en la matière. C'est vraiment dégager aujourd'hui une casquette d'employeurs forte, ferme, pour les maires, les présidents de PCI, de régions, de départements. Et je trouve que ça marque quand même un aspect pour moi très positif. Alors évidemment, la question budgétaire, la question financière restera prégnante, et à l'heure où on va commencer les discussions dans le cadre du projet de loi de finances, évidemment que nous serons attentifs, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir des agents, les fidéliser, parce que je note aussi qu'aujourd'hui, il y a un petit delta sur le turnover. La question jusque-là qu'on avait sur la question d'attractivité, c'était comment attirer, comment recruter. Aujourd'hui, c'est comment recruter et aussi fidéliser, notamment pour les grandes collectivités, parce qu'il y a évidemment une concurrence qui se fait aussi sur quoi? Sur les salaires. Vous voyez le cercle entre guillemets vicieux que nous avons aujourd'hui. Il est temps désormais d'avoir un cercle vertueux, de pouvoir garantir aux collectivités d'avoir les moyens pour pouvoir agir, de leur permettre de faire une politique RH efficiente, parce qu'en tout cas, ce qui est démontré là, c'est qu'ils souhaitent la mettre en place. Voilà ce que je voulais dire en introduction et sur ces premiers éléments avant nos échanges. Et je vais maintenant passer la parole à Johan Nedelec, donc, qui est administrateur du CNFPT et délégué régional Bretagne. Merci. Merci Muriel. A priori, ça fonctionne. Oui, délégué régional du CNFPT, et tu es entouré de 2 Bretons sur scène aujourd'hui. Vive la Bretagne. Bien, bonjour à toutes et à tous. En ma qualité d'administrateur du CNFPT, je reviendrai bien sûr sur ces éléments essentiels et précieux qui sont donnés via ce baromètre Horizon en 3 temps. Si vous me permettez, le premier point, c'est sur la politique de formation de notre établissement. On va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. La problématique des transitions professionnelles, on voit que c'est quelque chose qui est aussi important pour nous, les employeurs. Et bien sûr, je ne pourrais pas faire l'impasse sur le sujet important de l'apprentissage, puisque c'était le dernier élément qui a été présenté. C'est un sujet qui nous occupe et qui nous préoccupe de la même manière par rapport aux collectivités. Donc sur la politique de formation de l'établissement, mais plus globalement sur la fonction publique, on l'a vu avec les éléments qui sont donnés. La première place a été présentée sur le développement des connaissances, de la formation et des compétences, même si ça a été dit un chiffre en léger recul de 2,3, mais qui n'empêche, c'est toujours la priorité des employeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Avec cette formation, les formations obligatoires comme axe principal, comme en 2022, on est sur plus ou moins les mêmes tendances. Et on l'a vu sur la prise de poste, c'est le 3e item qui vient comme priorité pour les élus employeurs. Une nouveauté, je pense qu'il est utile de bien intégrer, c'est suite à la crise sanitaire, et le dispositif qui a été mis en place, notamment le CNFPT a su réagir assez vite pour pouvoir continuer son activité, c'est le souhait à plus de 50% de formation hybride. Avant, on ne jurait que par le présentiel. Nous, les élus locaux, souvent, on demande d'avoir du présentiel parce que c'est théoriquement plus important. Mais là, les élus employeurs
manifestent leur intérêt pour des formations hybrides à plus de 50%. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Sur l'activité de la formation et sur la politique de formation, je suis très heureux de pouvoir annoncer ce matin que sur les 6 premiers mois de l'année 2023, on a dépassé les objectifs tels qu'on les connaissait en 2019 avant le Covid. Donc c'est que la machine, elle ne s'est véritablement jamais arrêtée d'abord, et puis ensuite la volonté des collectivités de continuer à former toujours mieux et toujours plus les agents territoriaux. Donc il faut rappeler ce chiffre-là, hein, parce que 2019 c'était quand même 1 million d'agents qui avaient été formés, et sur les 6 premiers mois de l'année, on a déjà dépassé ces chiffres-là. Sur les transitions écologiques, c'est des éléments extrêmement importants. On a eu un colloque à Bordeaux au mois de mars qui a réuni plus de 600 cadres. La proposition du président Deluga, c'était de dire à partir de maintenant, toutes les formations, quelles qu'elles soient, A, B, C, tout le monde est concerné, aura un module lié aux transitions écologiques. Donc il y a eu 10 engagements qui ont été portés par le président Deluga à cette occasion-là, qui ont été présentés en conseil d'administration de la même manière, et ces engagements sont tenus, et les formations d'intégration intègrent ce module-là pour l'ensemble des catégories. Et enfin, sur cette politique de formation, toujours, c'est de donner la possibilité aux agents tout au long de leur carrière, une école de la deuxième chance, clairement affirmée, pour celles et ceux qui sont peu diplômés, pour celles et ceux qui ont envie d'évoluer, c'est de permettre justement tout au long de cette carrière d'avoir cette capacité à évoluer, d'être dans une transition, et je vais y venir, mais de faire autre chose si tel est le souhait. Sur les transitions professionnelles, on l'a vu dans le document qui a été présenté, pour 52% des personnes interrogées, l'usure professionnelle est un point important. Le vieillissement, hein, les deux vont pas forcément de pair, mais les deux sont des sujets importants et impactants pour les collectivités. Alors nous, au CNFPT, on n'a pas attendu le décret de juillet 2022 sur le droit à l'évolution professionnelle pour mettre en place ces dispositifs-là qui existent, parce qu'on tient compte de ces éléments-là qui sont extrêmement importants pour un service public, j'ai envie de dire, le plus efficace et le plus efficient. Alors, on a des offres précises sur les personnes en usure professionnelle, les personnes en situation de handicap aussi, extrêmement important, ou les personnes faiblement qualifiées. Tous nos conseillers en mobilité sont formés justement pour accompagner ces dispositifs-là. Et ça, c'est une nouveauté. On a mis en place aussi ces MOOC, que l'on appelle dorénavant, avec ces moyens de formation à distance sur la mobilité. On a eu plus de 1000 stagiaires à cette occasion-là, donc c'est que le sujet est important et le sujet est attendu. Consolider les acquis via le CLEA. Il y a aussi le CLEA numérique. Le CNFPT a demandé son habilitation dans ce cadre-là, et l'a eu depuis début 2023. Donc c'est permettre aussi d'avoir des expériences qui sont validées, des expériences qui sont reconnues et qui permettent d'évoluer dans le cadre de sa carrière. Et ça, c'est précieux pour tous les agents qui sont désireux de pouvoir évoluer. On a une vingtaine de parcours qualifiants au sein de l'établissement, dans le cadre des formations. Et bientôt, on en aura aussi sur la gestion administrative, et puis un sujet dont on a souvent parlé, Muriel et Vincent et tous les collègues élus, bien sûr, c'est sur les secrétaires de mairie. Et les manques cruels partout, sur tout le territoire de cette fonction. Mais Muriel Fabre s'est puissamment investie du sujet via l'AMF et notamment avec le Sénat. Et enfin, sans être trop long, on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, le sujet de l'apprentissage. Apprentissage qui est la compétence du CNFPT depuis le mois d'août 2019 maintenant, mais qui se traduit à l'heure actuelle, pardonnez-moi cette expression peut-être un peu triviale, mais qui est la réalité, qui est un véritable hold-up sur les finances du CNFPT pour pouvoir financer les demandes sans cesse plus importantes. On a vu les chiffres,
des personnes, des employeurs qui sont motivés pour recruter. Quelques chiffres qui vont être parlants. En 2019, on avait 7500. C'était le chiffre qui était donné. En 2021, on a eu un bond de 9%. En 2022, 12 000 personnes qui étaient potentiellement à former. Et sur la période 2023-2024, on atteint 18 000 personnes potentiellement concernées pour de l'apprentissage. Donc les éléments chiffrés, vous les avez. Alors il y a des disparités, on l'a vu, entre les collectivités. 95% des villes de moins de 3500 habitants disent qu'ils ne sont pas forcément intéressés, ou alors ils le sont, mais sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens humains, matériels, de pouvoir accompagner ces personnes en apprentissage. Le tutorat, c'est pas rien. Quand on s'engage dans cette démarche, il faut pouvoir accompagner, dégager des heures pour cela, pouvoir former, sinon l'intérêt n'est pas là. Et puis, Muriel Fabre l'a évoqué, les finances. Il y a aussi ce sujet-là. Et pour nous, pour l'établissement CNFPT, les finances, c'est un vrai sujet, puisque en l'état actuel des choses, si nous allions aux 18 000 que j'évoquais actuellement, cela nécessite financièrement nécessite de trouver 162 millions d'euros pour financer l'intégralité des apprentis ou qui souhaitent le devenir. Alors que, en fonction du pourcentage, le 0,1 sur la masse salariale, l'engagement de l'État, ici et là, nous n'avons que 85 millions de mobilisables à l'heure actuelle, avec un delta qui est énorme. Donc, pourquoi je vous parle de hold-up? Parce que ce sont des choses qui ne se font pas, alors que des choses avaient été dites, il y avait eu des engagements qui avaient été pris lorsque le CNFPT a récupéré cette compétence-là. Nous, le cœur de fonction du CNFPT, c'est la formation, bien sûr. On a des besoins. Alors, vous connaissez le pourcentage déjà de la masse salariale réservée à la formation. Les organisations syndicales réclament plus. Il n'y a pas que les organisations syndicales. Les élus aussi, notamment au conseil d'administration, demandent de faire évoluer parce qu'on a des besoins nouveaux, constants. On l'a vu notamment sur les transitions. Et là, avec la situation de l'apprentissage, nous sommes dans un gouffre financier qui ne va pas sans nous poser de problèmes. Donc nous avons dû écrire, en tous les cas, le président d'Eluga a écrit aux employeurs concernés pour leur dire que nous n'étions pas en situation de pouvoir financer l'intégralité. Je puis vous assurer, les courriers sont arrivés aux 80 rue de Reuilly pour signifier le mécontentement, l'incompréhension et le mécontentement. Donc il a fallu bien expliquer, faire de la pédagogie, parce que la situation s'est retrouvée de telle manière à ce que le CNFPT soit pointé du doigt pour dire le CNFPT a cette compétence, mais le CNFPT ne veut pas. Non, le CNFPT veut. Le CNFPT ne peut pas financer l'intégralité des demandes qui sont actées. Alors, l'État, le gouvernement avait dit d'accord, l'État s'était engagé, France Compétences s'était engagé, on a le 0,1 sur la masse salariale, plus le reste à charge du CNFPT, c'est un reste à charge, ce n'est pas l'intégralité de la facture. Donc, on s'est engagé sur un minimum que nous allons pouvoir financer, là-dessus, que les choses soient très claires. Mais l'objectif, c'est de faire évoluer les choses. On voit qu'il y a un besoin d'apprentis. Ça rejoint ce que Muriel disait tout à l'heure sur l'attractivité. Ça a un coût de former un agent via le dispositif de l'apprentissage, tout compris. C'est important de le savoir, tout compris. Les frais de gestion, d'accompagnement. C'est 9 500 € approximativement. Et je terminerai là-dessus, parce que je suis un petit peu en colère là-dessus aussi, mais c'est que le gouvernement nous dit non, alors qu'ils avaient dit oui. Par contre, le financement de l'apprentissage privé à hauteur de 6 000 € est maintenu. Dans le cadre de France Compétences, je vous rappelle que c'est aussi de l'argent public qui vient alimenter France Compétences dans d'autres dispositifs. Donc tout ceci est très compliqué, sauf que le parent pauvre dans cette affaire, c'est encore la fonction publique, et en l'occurrence la fonction publique territoriale. Donc, il est peut-être encore temps, dans le cadre du projet de loi de finances 2024, de rectifier. C'est un vœu pieux, peut-être pas trop tard. Bon, on peut toujours espérer. En tous les cas, on va continuer à se mobiliser là-dessus, les uns les autres. Mais ce n'est pas correct et ce n'est pas courtois
Et j'ai envie de dire, ce n'est pas très professionnel pour toutes celles et tous ceux qui attendent d'être formés et d'intégrer la fonction publique territoriale, alors qu'on en a tant besoin sur cette attractivité-là. On a des personnes qui acceptent de venir et on ne peut pas les former parce qu'on a une absence de recettes, en tout cas d'argent qui nous permettrait de financer tous ces éléments-là. Voilà, Muriel, ce que je souhaitais apporter comme 3 points précis. On pourra en revenir sur ce que l'on peut extraire du baromètre. Merci. Merci beaucoup, Yoann. Je passe la parole à Vincent Lemot, donc premier vice-président de la FNCDJ. Merci, Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, commencer par un salut particulier à l'ami breton Yoann Nedelec, qui est effectivement, avec moi-même, des Côtes d'Armor, représentant bien la France décentralisée, d'autant plus que Muriel est aussi sur un territoire où la décentralisation compte, où les collectivités territoriales s'investissent et elles espèrent innover encore dans un futur proche. Et c'est ainsi que cet observatoire de ce matin, cette observation de ce matin au travers de cette enquête montre bien que les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, sont aujourd'hui face à ces transitions, face à ces mutations sociétales, et elles ne sont pas stoïques, elles ne sont pas mutiques. Parce qu'on pourrait dire effectivement, vu d'en haut, que les collectivités territoriales subissent. Or, ce n'est vraiment pas leur volonté, et à travers cet observatoire, on voit bien que nous sommes dans une approche de compréhension des enjeux, et celui du travail en particulier, même si on a d'autres enjeux face à nous, la transition écologique et économique, qui amène effectivement des mutations dans l'emploi territorial. Je disais effectivement, le travail, est-ce qu'il est aujourd'hui, ce concept est-il perturbé? Est-ce qu'il est en questionnement? Et d'une certaine manière, cette enquête démontre que sur un certain nombre d'éléments, nous voyons de nouvelles tendances apparaître. Je m'explique. Auparavant, nous n'avions que la dimension salariale et de rémunération en discussion avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, avec les fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires territoriales. Or, aujourd'hui, on constate au travers de cette enquête que nombre de sujets sont posés avec autant d'importance, autant de prégnance que dans des discussions législatives ou réglementaires. L'élu local, qu'il soit maire d'une commune de 75 habitants, j'en ai 2 dans mon agglomération, jusqu'à la plus grande région de France, ont aujourd'hui à traiter un certain nombre de sujets hyper techniques, hyper spécialisés, de plus en plus pointus. Et au travers des centres de gestion de France, nous voyons que cette montée en puissance des spécificités et de la fonction publique territoriale, elle est bien là, elle est bien patente, et il nous faut nous organiser. Et ce point, d'une certaine manière, avec la coordination des employeurs aujourd'hui devant vous, vous montre l'intérêt pour les 1,9 million de fonctionnaires territoriaux de France, l'intérêt de pouvoir démontrer que la fonction publique territoriale, ce n'est pas une agence de gestion en ressources humaines des fonctionnaires territoriaux, mais véritablement l'œuvre de la décentralisation et de la libre administration des collectivités territoriales qui nous est très chère. Il y a l'aspect financier, mais aussi la capacité de décider in fine, puisque si on n'a pas l'argent, on ne peut pas décider. Et effectivement, c'est une question aujourd'hui prégnante, et on rejoint à la FNCDG les inquiétudes de l'AMF et de la CNFPT sur les éléments avancés. Je mettrai en avant 3 sujets concernant le recrutement, la question du dialogue social et de l'assurance statutaire. Nous sommes dans les centres de gestion en observation effectivement des territoires, qu'ils soient affiliés ou non au centre de gestion. D'ailleurs, sur la capacité aujourd'hui des employeurs publics de recruter. Et ce qui est assez remarquable dans cette enquête, c'est de voir aujourd'hui le souhait des collectivités territoriales recruter. Pas recruter pour faire de la masse salariale, mais pour répondre à des missions de service public. Et on ne recrute pas simplement pour des agents de catégorie C, peu diplômés ou peu qualifiés. Ils sont nécessaires, ils interviennent dans le fonctionnement des collectivités, mais on vient sur des métiers de plus en plus précis, spécialisés. Comme par exemple les opérateurs ADS de l'administration des droits des sols, à un moment où il faut gérer le zéro artificialisation nette, c'est les collectivités territoriales qui le gèrent, avec les difficultés qu'on connaît par ailleurs. Les métiers
autour de la santé, les médecins de prévention, les infirmières et infirmiers de prévention. Nous sommes sur des métiers de haute technicité et on peut effectivement décliner un certain nombre de métiers aujourd'hui très spécialisés. Quand on est effectivement dans des responsabilités administratives, civiles, voire pénales, quand on gère les accueils de loisirs sans hébergement, les micro-crèches, les garderies et un certain nombre de métiers autour de la petite enfance globalement. Donc on voit aujourd'hui que nous sommes dans la démarche de recrutement, or on constate qu'on a de grandes difficultés à recruter. Nous étions entre 56 000 et 110 000 offres d'emploi par an entre 2015 et 2021. Aujourd'hui, nous sommes à 215 000 offres d'emploi dans le secteur public. Et effectivement, le phénomène de concurrence, le problème de raréfaction de l'emploi, de la demande du coût d'emploi public, elle est là et elle nous contraint à avoir des dispositifs d'accompagnement nouveaux et pas simplement de la rémunération. Je vous le disais tout à l'heure, la négociation auparavant se faisait simplement que sur des aspects de rémunération. Aujourd'hui, c'est bien plus large et la qualité au travail, l'enquête le montre, elle monte en puissance d'ailleurs, cette tendance. La qualité de vie au travail est importante pour l'agent. L'agent qui va se faire recruter potentiellement essaye aussi d'être sûr d'avoir un parcours de santé au travail assez cadré, assez sérieux. Je ne trouve pas l'adjectif précis, mais en tout cas, il souhaite avoir les garanties sociales et sanitaires les plus optimales. Et on évoquait il y a quelques instants la PSC, effectivement, l'assurance statutaire qui vient aussi donner à l'agent cette possibilité d'être tranquille dans le parcours de son travail. Et d'énormes évolutions qui aujourd'hui ne sont pas encore mesurées dans leur effet sur l'organisation du travail. C'est les nouveaux modes d'organisation du travail. On parle de la semaine de 4 jours, de 4 jours, non pas de 32 heures, mais de 35 heures. On parle de télétravail aujourd'hui et comment faire en sorte de ramener l'agent plus sur son lieu de travail que rester à son domicile pour essayer de garder les conditions sociales et les conditions de vie en collectif les plus optimales. Donc on est face effectivement à une évolution du travail qui impacte effectivement les conditions du recrutement d'un agent territorial. Donc ce sujet aujourd'hui est majeur et nous sommes encore face à des freins qu'il faudra lever dans les années à venir et on attend effectivement une loi en 2024 qui devrait normalement apporter quelques éléments. Mais bon, le parcours législatif des lois est parfois chaotique et on sait qu'aujourd'hui on est face à des débats qui peuvent effectivement ne pas aller pour l'essentiel ou sur l'essentiel pour les collectivités locales. Et nous aurons sans doute des freins à lever parce que nous ne sommes pas assez réactifs dans les procédures de recrutement. C'est un constat qui est fait. L'employeur public, le maire, le président d'intercommunalité souhaiterait aller plus vite dans les recrutements. Il faut garantir le statut dans le recrutement et faire en sorte que nous soyons bien dans des formations, d'où la proximité des centres de gestion avec le CNFPT pour accompagner au mieux les agents ou les futurs agents à être bien formés et à être rapidement sur le marché de l'emploi ou alors sur son travail au sein d'une collectivité. Et nous avons effectivement un problème majeur aujourd'hui, c'est la concurrence du statut privé qui vient dans la fonction publique territoriale depuis la loi de 2019 avec la forte contractualisation qui crée un climat double dans nos collectivités. D'un côté, il y aurait les statutaires qui ont suivi un concours, un parcours de formation, et de l'autre, ces chargés de mission, ces chargés de projet qui aujourd'hui peuvent venir déstabiliser les équipes s'ils n'étaient pas accompagnés effectivement par des ressources humaines, un service de ressources humaines, une direction des ressources humaines très consciente des sujets. Donc les centres de gestion sont très vigilants sur ces sujets. J'arrêterai là sur le recrutement, mais il y a effectivement aujourd'hui, je pense, une nouvelle façon de recruter qui se met en place. Et nous aurons effectivement à être d'autant plus actifs dans les années à venir pour favoriser l'attractivité et d'avoir effectivement une coordination assez remarquable avec tous les employeurs pour développer cette fameuse marque employeur métiers territoriaux.
Je vais venir sur la négociation sociale, qui n'est pas une tradition de la fonction publique territoriale, loin s'en faut. Ce sont des rapports de 2002 qui nous ont amenés à réfléchir sur la manière de conduire ces négociations salariales. Et on a effectivement vu dans les années 2010 une forte proportion des employeurs à vouloir rentrer dans la discussion. Mais dans l'angle ou sous l'angle peut-être un peu toujours le même, celui de la rémunération. On a vu ces dernières années une tendance s'affirmer, c'est celle de la préoccupation des partenaires sociaux sur la santé au travail. Et heureusement, d'où le maintien de la formation spéciale CHSCT, santé au travail, adjoint à un CST, et on a vu des collectivités aujourd'hui vouloir avoir des espaces de discussion particuliers sur cette santé au travail. D'autant qu'on a des chiffres qui sont relatés dans cet observatoire, dans cette enquête, des chiffres qui sont inquiétants en termes d'absentéisme au travail dans la fonction publique territoriale. Donc c'est un sujet de préoccupation parce que santé au travail, s'il y a effectivement difficulté, cela impacte soit les finances, comme vous le disiez à l'instant, ou de nos collectivités, ou soit nos assurances statutaires. Et effectivement, les discussions ne sont pas aisées parfois avec les assureurs, puisque d'une certaine manière, ce sont les centres de gestion, souvent en France, qui œuvrent à la consultation auprès de ces grands groupes assureurs qui ainsi répondent et couvrent nos agents. Mais ce qui est remarquable dans ce nouveau dialogue social qui est hérité de la loi de 2019 et plus encore de l'ordonnance du 17 février 2021, c'est ce nouveau dialogue social qui s'est caractérisé ce 11 juillet dernier par la signature du premier accord employeurs territoriaux organisations syndicales concernant la protection sociale. Je le disais à l'instant qu'elle pouvait être négociée au niveau territorial, mais d'un point de vue national, la coordination des employeurs a travaillé et a réussi à avoir un accord avec les organisations syndicales. Donc il y a des évolutions favorables chez les employeurs publics territoriaux, dans la mesure où on voit la conciliation, la négociation, la discussion aboutir à des compromis, voire des consensus. Et pour terminer effectivement sur l'assurance statutaire, le sujet aujourd'hui est engagé, il y a des échéances à 2025-2026, donc on voit comment les choses vont se mettre au niveau de la PSC. On voit que la coordination des employeurs travaille main dans la main pour faire avancer, en tout cas, la couverture des agents territoriaux, et les chiffres en témoignent tout à l'heure. Cependant, il reste un point d'alerte, et Johan évoquait le problème de l'apprentissage, c'est le fonds d'usure. Le président Iriard de la Fédération nationale des centres de gestion travaille sur le fonds d'usure suite à la loi sur les retraites. Quid de son financement ? Qui va financer le fonds d'usure? Donc c'est une interrogation qui va être sur la table des lois de finances et sans doute de Bercy, parce que s'il s'agit de créer une nouvelle ligne sur les bulletins de paie pour les charges patronales ou les charges salariales, nous serons au préalable, je pense, très mobilisés pour définir le rôle de la sécurité sociale, redéfinir ou repréciser le rôle de la sécurité sociale depuis 1946 dans notre pays. Donc, à un moment donné, on ne peut pas prévoir une loi retraite qui allonge de quelques années le nombre d'années de travail et d'activité de nos concitoyens et des concitoyennes sans penser au financement en parallèle et dispositifs qui viennent assurer la solidarité nationale. D'une certaine manière, on aime les collectivités territoriales travailler dans l'autonomie et dans l'imagination, mais effectivement, on ne peut pas se sentir non plus forcément dindon de la farce de certains dispositifs d'État. Voilà, Muriel, Johan, le sentiment de la Fédération, mesdames, messieurs, à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions. On a une première question. Je ne sais pas si on a un micro peut-être pour qu'on puisse y répondre. Et si vous voulez bien vous présenter à chaque fois. Merci beaucoup. Merci. Romain Mazon de la Gazette des Communes. J'en ai 3. Je vais les poser d'un coup, comme ça sera fait. Sur la PSC...
Est-ce qu'il faut nécessairement que l'État sanctuarise le protocole d'accord que vous avez signé avec les syndicats? À quelle échéance? Et est-ce que la mise en place de la prévoyance au 1er janvier 2025 est tenable? Vendredi, il y avait un atelier au congrès des DGS où en fait il y avait les DGS et les représentants de la MNT qui étaient présents, disaient que techniquement ce n'était pas possible d'aboutir pour le 1er janvier 2025 dans toutes les collectivités. Ça, c'était ma première question. La deuxième, sur l'apprentissage, François Delouga avait dit on s'arrêtera à 12 000 parce qu'on ne peut pas financer. Et je n'ai pas bien compris ce que vous disiez, si vous vous arrêtiez effectivement à 12 000 ou si le CNFPT allait au-delà de cette limite qu'avait posée le président du CNFPT l'année dernière, il me semble. Et puis enfin, sur les assurances statutaires, il y a eu certains centres de gestion qui se sont retrouvés le bec dans l'eau, leurs fournisseurs se retirant, et donc l'absentéisme ne s'améliorant pas, les équilibres des contrats sont forcément pas bons du point de vue des assureurs. Est-ce que là, vous êtes face à un vide, en fait, où il n'y a plus d'offres du marché, et comment continuer de couvrir vos risques santé? Merci beaucoup pour ces questions. Alors sur la question de la protection sociale complémentaire, je pense qu'on n'a pas travaillé aussi ardemment et aussi précisément pour ne pas voir une transposition et je dirais pas forcément une sanctuarisation, mais en tout cas une prise en compte évidemment par le gouvernement des éléments que nous avons mis en la matière. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'à l'issue de l'accord, un courrier avait été adressé au ministre, et sur les différents éléments et échanges que nous avons en la matière, on est plutôt sur une mise en œuvre potentielle et possible pour la fonction publique territoriale. Ça, je veux quand même avancer là-dessus. Sur la question, bien évidemment, de l'opérationnalité finalement de la mise en œuvre, il faut être évidemment conscient qu'une mise en place obligatoire ne se fera pas aussi simplement et facilement pour l'ensemble des collectivités. Pour autant, si on se réfère au baromètre aujourd'hui, avec près de 61% des collectivités en ayant mis en œuvre, je pense que pour celles-ci, le problème ne se pose pas. Ça se posera évidemment pour celles qui n'en ont pas encore, avec notamment la question toujours et encore, pardonnez-moi, mais financière, qui reste au cœur de nos discussions. Et je pense qu'on aura aussi, eu égard aux autres éléments de réforme sur d'autres axes FPT, des dérogations et des possibilité finalement de le faire par étapes s'il y a des difficultés en la matière. On a toujours dit dans nos travaux que c'était un document évolutif, c'est-à-dire qu'on ne colle pas je dirais un schéma de PSC, que celui-ci doit s'évaluer aussi pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi ça ne matche pas, pour justement pouvoir travailler à de la pédagogie ou en tout cas à des éléments d'amélioration et de prospective dans ce cadre-là. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut avoir en tête. L'objectif, évidemment, je le rappelle, pour la PSC, c'est d'accorder aujourd'hui une protection sociale en matière de santé et en matière de prévoyance pour nos agents. Ça nous tient à cœur, et je veux quand même le répéter là, si vous me permettez, et qu'on accompagnera tous ensemble, c'est-à-dire tous les partenaires qui étaient autour de la table, nos collègues, pour pouvoir mettre en œuvre une PSC qui soit pertinente et efficace à l'échelle de leur collectivité. Je pense que c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui dans ce cadre-là. Sur la question de l'apprentissage, je laisserai Johan vous répondre. Laissez-moi juste peut-être un focus sur la partie assurance statutaire, parce qu'effectivement, ça touche les centres de gestion, mais ça touche aussi les collectivités en tant que telles lorsqu'elles sont en direct là-dessus. Ce risque assurantiel a été très clairement détecté. Il rentre d'ailleurs dans un focus plus global de l'assurance de manière générale, je pense au marché public et autres, sur lequel aujourd'hui on travaille ardemment avec France Assureur. On travaille aussi avec le gouvernement dans ce cadre-là, parce qu'il est inacceptable que des assurances se désengagent par courrier abrupt vis-à-vis des collectivités lorsqu'on est sur des éléments, là en l'espèce, statutaires ou obligatoires. Donc je pense que ça, il y a un vrai travail de dialogue à reprendre avec les assurances en la matière. Sur l'apprentissage et sur les chiffres, les 12 000 que vous évoquez, c'était en 2022, avec un surplus. L'accompagnement, c'était exceptionnel, c'est quelque chose que l'on pouvait faire parce qu'on avait un surplus financier suite à la crise sanitaire. Pour cette année, c'est 9 000.
Et encore parce que voilà, il y a des aides qui sont pour l'instant, on aimerait bien qu'elles soient sanctuarisées, mais que ce soit de France Compétences notamment, mais ces aides vont aller en diminuant. Ça, c'est ce qui a été annoncé. Et une fois l'accompagnement attendu terminé, c'est pas 12 000, c'est pas 9 000, ça sera 6 000. Donc le sujet est clairement posé sur la table. Oui, sur la question des contrats groupes, on voit parfois des choses arriver dans les centres de gestion ou dans les collectivités qui sont en direct en négociation, qui interrogent. Il ne s'agit pas tout de suite de conclure ou voilà, d'arrêter un contrat. On voit les taux de couverture, le taux de couverture des risques diminuer. On voit les taux de garantie augmenter. On voit le taux en relatif à la sinistralité être impacté. Donc on a effectivement des alertes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et j'y suis passé en tant que président d'un centre de gestion qui a un gros contrat groupe pour plus de 200 collectivités. On voit effectivement des remises en cause insidieuses. Donc le dialogue n'existe pas pour une question qui est pourtant d'intérêt public, parce qu'on est sur la question de la sinistralité des agents de la fonction publique. Et c'est vrai que nous devons regarder de plus près aussi ce taux qui a fortement évolué ces dernières années. Il y a eu les années Covid, 2020, 2021, 2022, qui ont impacté parce que nous n'avons pas fait forcément les bons choix dans certaines collectivités en mettant des agents en ASA, en autorisation spéciale d'absence, donc qui ont fait que la sinistralité a augmenté. Mais cette période mise en parenthèse, on voit aujourd'hui que des collectivités sont mises en difficulté, des conseils départementaux, des conseils régionaux qui perdent leur contrat groupe. Et ce que peut faire, je pense, outre le fait que l'action de l'AMF est essentielle auprès des pouvoirs publics, c'est d'enjoindre avec conviction les collectivités à se regrouper dans leur contrat pour négocier le plus largement possible ces contrats. Parce qu'être tout seul face à des assureurs qui parfois n'ont pas leur siège en France, puisque les financements peuvent parfois venir de l'étranger, ça interroge aussi sur la qualité des fonds ainsi mis à la disposition des collectivités pour couvrir leurs agents en difficulté. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir avec eux, parce que politiquement, nous ne pourrons pas tenir effectivement sur un jeu de yo-yo financier qui peut à un moment donné, certaines collectivités, c'est plus 30, plus 40%. Pour elle-même. Pour ma collectivité, c'était plus 6% d'augmentation. Et j'ai pu ainsi mener une négociation parce que nous avions la force du collectif. Sinon, si on est seul, parfois, effectivement, vu les taux de sinistralité, aujourd'hui, constaté, nous ne sommes pas en position de force dans cette discussion. Bonjour, Odile Romelot de AEF Info. J'ai une question sur les axes prioritaires de la stratégie RH. L'amélioration de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, il y a une baisse de 9 points. Et donc, je me demandais comment vous l'expliquiez, alors que dans le même temps, l'absentéisme progresse et l'âge moyen aussi des fonctionnaires territoriaux est beaucoup plus élevé que dans le reste de la fonction publique. Donc, pourquoi est-ce que c'est une priorité qui baisse pour les élus Je ne dirais pas que c'est une priorité qui baisse. C'est simplement qu'aujourd'hui, en fait, quand on prend le panorama des axes principaux, notamment les 5 premiers en matière de priorité RH, on est peu ou prou, effectivement, sur 2022-2021. On a des équilibres, des déséquilibres qui se font à l'intérieur, mais il reste, et la protection, la prévention de la santé reste le deuxième, il a toujours été le deuxième. Donc je pense qu'il faut plus l'analyser de manière macro dans ce cadre-là, plutôt que de se dire, effectivement, on a quelques points en moins, parce que effectivement c'est le développement de la formation des compétences qui a pris un petit peu le dessus, et la question de la maîtrise de la masse salariale qui aujourd'hui est évidemment une inquiétude pour les employeurs. Je le prends vraiment dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on souhaite pouvoir évidemment gérer sa masse salariale, et Dieu sait que j'aime pas ce mot-là quand on parle de politique RH, parce qu'on oublie qu'il y a de l'humain, et l'humain a quand même été un vrai sujet la semaine dernière au Havre. Donc, mais aujourd'hui, on ne peut pas nier non plus ce fait-là. Donc forcément, si vous avez un ratio de réponse, à un moment donné,
équilibre dans les différents axes fait des plus et des moins en la matière. Mais pour moi, sur le panorama, je dirais global, on est effectivement, la prévention de la santé reste un axe majeur. D'ailleurs, si je m'en réfère aussi aux éléments d'attractivité, sauf erreur de ma part, je les ai notés tout à l'heure, il y en a 3, l'origine indemnitaire, la qualité de vie au travail et la PSC. Preuve que les employeurs l'ont bien en tête. Oui, et je vais appuyer cette volonté d'être plus pointu, plus spécialisé sur la question de la santé au travail, en modérant le propos que j'ai eu tout à l'heure vis-à-vis des assureurs, hein, qui sont aussi dans un jeu commercial et de marchandisation de la santé du fonctionnaire territorial, en disant que les compagnies d'assurance désormais proposent un certain nombre de services qui n'existaient pas auparavant. On ne vient pas simplement couvrir l'absence de l'agent au travail, on vient aussi amener l'agent à rentrer dans un parcours et dans une évolution de son métier, et on appelle ça les dispositifs de maintien dans l'emploi. Et ces dispositifs de maintien dans l'emploi sont souvent cofinancés par les actions des centres de gestion, des collectivités de plein exercice, mais également des assureurs. Et les assureurs, là, dans des propositions très intéressantes, elles mettent à disposition des dispositifs de rebondir, c'est-à-dire d'amener des agents qui ne peuvent pas être maintenus dans leur travail dans une collectivité, de pouvoir prendre l'air ailleurs et de pouvoir rebondir peut-être vers une autre évolution professionnelle, sans effectivement être dans la rupture, sans être dans le conseil de discipline, sans être devant le comité médical. Très important. On peut aussi avoir des actions encore plus fortes et plus personnalisées, avec des parcours personnalisés de reclassement, mais on voit même aller maintenant sur des dispositifs d'accompagnement psychologique, voire psychiatrique. Parce que effectivement, quand on est en souffrance au travail, et quand on voit les chiffres qui sont, que je disais tout à l'heure, plutôt alarmants pour ce qui est de la sinistralité, on constate souvent, non pas simplement que des souffrances physiques, mais aujourd'hui l'apparition, effectivement, dans les métiers, quel que soit le métier, soumise aux tensions du burn-out ou pas, à des agents qui sont en grande fragilité psychologique. Donc ces éléments-là sont apportés dans le cadre de la discussion qu'on peut avoir avec les assureurs, mais la tendance de ces dernières années n'était pas celle-là. Aujourd'hui, on voit effectivement un revirement stratégique sur pas simplement que la couverture du risque financier, mais aller sur la personne elle-même en prenant ses faiblesses et ses atouts dans son ensemble. Et là, les centres de gestion avec les employeurs territoriaux essayent au mieux d'accompagner ces agents. Mais d'un département à l'autre de France, les centres de gestion n'apportent pas forcément les mêmes missions. Et ça, c'est un bémol que je mets effectivement sur cette harmonisation qui n'est pas encore aboutie des missions facultatives et obligatoires des centres de gestion de France. D'autres questions? Peut-être à distance? J'avoue que je n'ai pas la visibilité par contre. Non? Pas d'autres questions? Oui, allez-y. Stanislas Guérini a annoncé qu'il voulait faire une réforme de la fonction publique. Qu'est-ce que vous voulez-vous y voir dedans en relation avec notre sujet du jour sur l'attractivité de la fonction publique territoriale en particulier? C'est une excellente question. On a eu l'occasion d'en débattre avec le ministre. Effectivement, l'objectif d'une réforme pour la fin de l'année sur ce qu'on appelle le parcours APR et fonction publique plus, donc accès, parcours, rémunération, est aujourd'hui un travail sur lequel les employeurs territoriaux ont, je dirais, une vision très précise des choses. L'objectif, si je dois résumer pour ne pas rentrer aujourd'hui dans le détail, puisque ça reste un travail entre le gouvernement et nous pour savoir ce qu'il y aura dans cette réforme, c'est tout d'abord rappeler que nous sommes attachés à la libre administration des collectivités, que nous souhaitons pour cela de la souplesse dans l'ensemble de notre gestion RH. Mais on est bien conscient aujourd'hui, et ça a été dit, qu'il y a des freins en matière, notamment sur la question du recrutement et sur l'accès au recrutement. Donc il y a un véritable souhait d'avoir une évolution dans ce cadre-là, notamment sur la question des concours, sur la question aussi de l'accès direct,
La question de la contractualisation aussi est un enjeu parce que, en tout cas pour l'Association des maires de France et ceux qui sont aujourd'hui sur notre souhait de contribution commune, je pense notamment à France Urbaine ou d'autres, c'est de rappeler l'attachement au statut avec nécessairement aujourd'hui un besoin de dépoussiérer, puisqu'il est parfois trop rigide dans sa gestion, donc il s'agit d'adapter les outils dans ce cadre-là, mais de clarifier la question des contractuels aujourd'hui. Je pense que c'est un enjeu et je pense qu'il y aura des points de discussion assez forts en la matière avec le gouvernement. On l'a dit aussi, on veut établir et rétablir un véritable parcours professionnel adapté, pertinent aux nouvelles générations qui arrivent sur le monde du travail aujourd'hui. Il s'agit de fidéliser et on fidélise aussi en proposant des avancements plus intéressant, des promotions internes plus souples, diminuer les quotas et être sur quelque chose qui soit plus fluide, permettre aussi un aller-retour intra-fonction publique, ces allers-retours avec le privé. Aujourd'hui, on n'est plus sur des parcours linéaires, mais sur des souhaits, et il faut qu'on soit très attentif à cela. Et puis, évidemment, le sujet, je ne vais pas dire majeur, mais en tout cas qui ressort encore aujourd'hui du baromètre, la question de la rémunération. Ne plus être sur des patchs ou des annonces de primes quand il y a besoin, mais d'avoir une vraie réflexion prospective sur la rémunération en tant que telle. La question des grilles indiciaires est un sujet sur lequel les employeurs territoriaux veulent aujourd'hui des réponses qui ne permettront pas d'être simplement établies par la question du régime indemnitaire, qui lui aussi est aujourd'hui un véritable enjeu. Et un élément aussi qui nous tient à cœur, employeurs territoriaux, au sein de la CET, c'est conforter aujourd'hui le positionnement de la coordination et d'être véritablement entendu dans ce cadre-là. Donc il y a un vrai travail qui s'annonce aujourd'hui de discussion pour être certain que les enjeux dont ont bien conscience aujourd'hui les employeurs territoriaux soient entendus avec des propositions concrètes qui rentrent véritablement dans ce que nous voulons porter pour la fonction publique territoriale de demain. Juste vraiment en complément, et peut-être de manière un peu, je ne vais pas dire humoristique, mais peut-être que dans ce projet que peut avoir le ministre, c'est déjà de sanctuariser le statut de la fonction publique, le statut des agents de la fonction publique territoriale, en phase complète avec Muriel Fabre là-dessus, dépoussiérer, pas de problème. Il faut avancer avec son temps, il faut évoluer, il faut regarder tout ça de près. Mais la volonté de maintenir le statut doit être quelque chose de prégnant. Donc s'il y a un préambule dans cette loi, on aimerait bien voir ce genre de choses y figurer, pour que les choses soient très claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet évoqué à l'instant sur les contractuels. C'est pas clair. Donc il faut clarifier tout cela. Et le deuxième point, bien sûr, évidemment, doublement oui, sur l'attractivité par la rémunération aussi, et par rapport aux élus employeurs que nous sommes, d'avoir des à-coups en cours de route, des budgets primitifs qui sont votés, des choses qui ne sont pas planifiées forcément, donc des choses qui sont vues sur le long terme, et ainsi corriger les choses. Donc, je pense que ces deux points-là, déjà, tout le reste exact, mais ces deux points-là, et le premier d'entre eux est important. Je dirais simplement, et je le disais tout à l'heure en introduction, ne pas organiser une dérive de l'organisation de la fonction publique territoriale en agence publique chargée des carrières et l'évolution des fonctionnaires territoriaux. J'ai une petite angoisse qui monte là depuis plusieurs mois, c'est effectivement la mise en place de France Travail. On pourrait, du point de vue du citoyen, je me mets citoyen lambda, je n'ai pas de parcours d'élu, je n'ai pas de parcours juridique, je suis de commun comme tout le monde. Le travail, qu'il soit public ou privé, c'est le même. D'ailleurs, c'est un peu, quand on tombe dans le populisme, on toise souvent les fonctionnaires, quels qu'ils soient par ailleurs. Donc à un moment donné, ça serait effectivement d'avoir cette dérive sur un système où la France du travail serait gérée par une agence, et quel que soit l'employé, il pourrait avoir référence à cette agence. Donc d'une certaine manière, dissoudre les centres de gestion
dans France Travail, au même titre que Pôle emploi et au même titre que les missions d'intérim. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, on voit poindre des dérives. Normalement, l'intérim, les missions temporaires sont gérées par les centres de gestion. Aujourd'hui, je constate que certaines collectivités, ils ont recours de façon très politique, hein, avec une vision sociale, voire une vision humaniste de l'action, avoir recours au chantier d'insertion, mais parfois, à la limite, entre la mission d'insertion et la continuité de service public, doit être interrogée. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tout le monde s'interroge sur quelle mission je fais faire à cette structure quand je mets en place un tel mécanisme de mission temporaire. Donc moi, je m'inquiète effectivement sur la forme de la gestion de l'emploi public dans notre pays à moyen terme. Et cette loi, nous allons la regarder dans les centres de gestion et à la fédération pour effectivement définir ce que disaient les collègues à l'instant, définir le caractère d'intérêt général, d'intérêt public du statut de la fonction publique territoriale dans notre pays. Parce que les missions d'intérêt public, quand un maire, quand un président d'intercommunalité, quand un président de département doit agir pour retirer des enfants pour un président de conseil départemental, pour un maire, pour garantir le bon ordre public, de la tranquillité publique, lorsqu'il s'agit avec un garde champêtre ou un garde rural ou un policier municipal, quand il s'agit d'un président d'intercommunalité qui doit assurer la qualité de l'eau déversée dans le milieu naturel. Il faut des pouvoirs de puissance publique. Et je ne suis pas sûr qu'un dispositif où on noirait la fonction publique dans la fonction publique territoriale dans des dispositifs de droit commun serait une bonne solution pour le maintien de la cohésion républicaine et la cohésion sociale de notre pays. Donc, pour moi, le fond, la forme va emporter le fond de cette loi. Quelles vont être les nouvelles structures qui vont nous être présentées dans le cadre de cette loi? S'il n'y a pas d'autres questions, simplement quelques mots de conclusion. Vous remercier déjà de votre présence parmi nous pour ce baromètre et ces grandes tendances RH. Simplement ressouligner, si vous me le permettez, le fait qu'effectivement aujourd'hui les employeurs territoriaux que nous sommes, employeurs de, ça a été dit, 1,9 million d'agents, souhaitent réellement, concrètement, mettre en œuvre une politique RH efficace et efficiente pour les agents, pour leur permettre aussi la mise en œuvre de politiques publiques qui, face aux enjeux qui nous animent, que ce soit socio-économique, transition écologique ou démographique, sont des enjeux que nous partageons, élus et enjeux, sauf qu'aujourd'hui, force est de constater que cela n'est pas possible dans le contexte budgétaire dans lequel nous sommes. L'augmentation de nos dépenses et la raréfaction de nos recettes ne nous permettent pas de la mettre en œuvre, et c'est un point aujourd'hui sur lequel nous serons bien évidemment vigilants. Nous le rappelons, nous avons besoin d'une autonomie financière et fiscale pour mettre en œuvre l'ensemble de nos politiques, y compris la politique RH. Rappelez aussi que cette question d'attractivité est évidemment essentielle. Nous avons besoin d'agents, nous avons besoin de talents pour les enjeux que je vous ai évidemment cités. Nous sommes en proximité, nous répondons immédiatement aux besoins de nos concitoyens, nous gérons le quotidien de la vie des gens, et il est indispensable pour cela d'avoir des talents, et cela passe par la réussite de l'attractivité, redonner du sens à la fonction publique territoriale, au service public de demain. Et je peux vous assurer de l'attention des employeurs territoriaux dans ce cadre-là. C'est pour cela que nous serons bien évidemment extrêmement attentifs, extrêmement pointilleux et extrêmement critiques s'il le faut face aux réformes qui s'annoncent, dont la réforme sur la fonction publique territoriale. Je vous remercie.